Donc, merci encore à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour le thème autour du livre de résilience ou comment écrire un livre pour tourner la page après une épreuve que l'on a vécue, qui nous a transformés, dont on est sorti différent et qu'on veut aujourd'hui partager. Alors d'abord, pour qu'on soit d'accord, je m'appuie sur les travaux de Boris Cyrulnik et du coup je voudrais reprendre ces mots qu'il écrit dans La nuit, j'écrirai des soleils, pour qu'on se mette d'accord sur le terme de résilience. Donc c'est quand la vie reprend, après un événement déchirant, un autre équilibre se met en place qu'on appelle résilience. Quand on subit un trauma, pour moi, on est comme exilé à soi-même. Les repères sont bousculés, on est dans un chaos sans forme ni sens. Et le parcours de résilience, c'est comme un voyage pour se retrouver, mais se retrouver différemment de là où on est parti. Et dans ce parcours de résilience, il y a plusieurs façons d'être dans un parcours de résilience. Ça passe par l'entourage, ça passe par un travail thérapeutique très important. Et ça peut aussi passer, peut-être après un travail thérapeutique, ça j'y reviendrai, par l'écriture d'un livre pour partager et pour finir de tourner la page. Alors, avant d'en venir un peu plus précisément sur le contenu de ma conférence, je voulais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Gaëlle Lévesque. Je suis autrice et je suis coach et j'accompagne particulièrement les personnes qui souhaitent écrire un livre, de l'idée jusqu'à la publication, avec tous les enjeux que ça comporte, donc dans l'idée que je vous accompagne pour que vous ayez du plaisir et de la sérénité à écrire. Et donc particulièrement, j'ai une offre particulière sur le livre que j'appelle le livre de résilience. Alors pourquoi cette thématique ? Eh bien parce que j'ai écrit moi-même un texte qui s'appelle « La fabrique d'une fille ». Et comme vous pouvez le voir, je l'ai écrit sous pseudo. Parce que si j'avais su qu'un jour il serait publié, je crois que je ne l'aurais jamais écrit. J'y reviendrai. Je vais m'appuyer sur cet exemple et puis sur l'exemple aussi de clients que j'accompagne pour voir un peu quel est le processus par lequel on peut passer, parce que chacun est expert de soi-même, à son propre fonctionnement, et on n'est pas obligé de passer par la même chose. Mais en tout cas, moi, je vous apporterai ce que j'ai pu vivre et ce que mes coachés vivent également. Alors, j'aurai que 2 points dans cette conférence, c'est pourquoi écrire un livre de résilience et comment. Et pour commencer, j'aurais aimé vous poser 2 questions, parce que je suis coach et le coaching, c'est une méthode de questionnement. Alors, ce n'est pas vraiment 2 questions, en fait, c'est des phrases à compléter. Je vous propose de prendre 1 minute pour compléter ces 2 phrases ou l'une de ces 2 phrases, celle qui vous parle. Et si vous le voulez bien, après, de partager ce qui vous vient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout est juste la réponse qui vient. Elle est bonne pour vous. Donc la première phrase, c'est que je vous invite à compléter « Raconter sa vie dans un livre, c'est ». Et la seconde, « Pour écrire un livre sur une épreuve que j'ai vécue, il faut ». Je vous laisse un instant. Est-ce que certaines personnes souhaitent partager la suite de l'une de ces phrases ? Oui ? Raconter sa vie dans un livre, c'est se libérer. C'est se libérer. Merci. Oui ? C'est se dévoiler. C'est se dévoiler. C'est compliqué. C'est compliqué. Un exutoire. C'est un exutoire. C'est laisser une trace. C'est laisser une trace. C'est poser des mots sur des mots. C'est poser des mots sur des mots, donc avec 2 orthographes différentes, bien sûr. Oui. C'est l'accepter. C'est l'accepter. Merci pour vos partages. Est-ce que vous voulez compléter la deuxième ? Pour écrire un livre sur une épreuve que j'ai vécue, il faut... Oui ?
du courage, du temps, oui, de la force, prendre du recul, avoir compris cette épreuve, c'est ça que vous... Oui, avoir compris cette épreuve. Merci pour vos partages. Alors, dans toutes les réponses que vous avez partagées, elles sont évidemment toutes vraies, puisque vous y croyez. Et il y en a parmi ces réponses qui peuvent être utiles et qui peuvent vous permettre d'avancer ou de savoir quelle stratégie utiliser pour avancer. Puis il y en a qui peuvent être des freins et vous empêcher d'avancer. Tout mon travail à moi, c'est d'accompagner les personnes pour qu'elles gardent les pensées qui leur sont utiles pour avancer et qu'on questionne celles qui peuvent être des freins pour voir comment les accompagner, les contourner, les dépasser, sauter par-dessus. On fait beaucoup de sport en coaching. Voilà. Alors, pourquoi, pour quelles raisons, pourquoi, dans quel but écrire un livre de résilience ? Je vais vous parler de ce que j'ai pensé. Les raisons, pour moi, elles sont doubles. D'abord, écrire un livre, un tel récit, on le fait pour soi et aussi pour les autres. Alors d'abord pour soi, effectivement, pour ne plus être dans la posture de celui qui subit ou qui a subi le traumatisme. Boris Cyrulnik dit que c'est reprendre en main et en mots le fracas. C'est-à-dire avoir, à mon avis, éprouvé le besoin de voir qu'on ne se résume pas à son trauma, on n'est plus son trauma. Une deuxième raison, ça peut être, en fait, écrire un récit de résilience, c'est comme revenir de l'exil, c'est-à-dire se retrouver soi, différent, et redonner surtout cohérence, sens à l'absurde, à l'incompréhensible et à l'injustice qu'on a pu ressentir au moment du trauma. Donc, ces personnes qui veulent écrire un livre de résilience, elles pensent à raison qu'écrire va leur permettre de mettre de l'ordre dans le chaos. Et enfin, troisième raison pour soi, les personnes qui me contactent ont souvent ce besoin impérieux d'écrire, comme le titre de la conférence l'indique, pour tourner la page, passer à un autre chapitre, clôturer un dossier, se libérer, vous l'avez dit aussi. Et puis, on peut vouloir aussi écrire pour les autres, d'abord pour ses proches. J'entends pour se faire comprendre, souvent. J'entends aussi pour libérer une parole qui parfois est prisonnière dans la famille, pour briser la loi du silence. Vous avez peut-être d'autres raisons en tête. Et puis on peut aussi vouloir et souvent écrire pour d'autres, pour ces inconnus, qui peut-être vivent la même chose ou vivent quelque chose qui est approchant, et montrer qu'on s'en sort. Écrire un livre qui soit soutenant. En fait, écrire un livre de résilience, c'est pas pessimiste, c'est pas pour replonger dans le trauma, c'est au contraire un livre très optimiste. Il ne s'agit pas d'érotiser la souffrance, c'est une phrase de Cyrulnik encore. Au contraire, le souvenir de la souffrance érotise l'espoir. Donc le but en général de ces personnes qui veulent écrire ce type de livre, c'est pour montrer qu'on peut s'en sortir et surtout pour que ces personnes se sentent moins seules. Souvent on me dit, moi j'aurais aimé avoir ce livre-là au moment où j'ai vécu ce que j'ai vécu. Alors bien sûr, tout ça, ça ne se fait pas sans questionnement. Et vous en avez donné certains. Il y a des freins et des craintes liées au regard qu'on pense que les autres vont porter sur nous. Par exemple, si j'écris sur ma vie, je suis nombriliste, je me regarde le nombril, il faut que j'arrête de me plaindre. C'est du voyeurisme. Il y a aussi la crainte de quel droit je partage une histoire qui concerne également mon entourage. Comment va le prendre mon entourage ? Ça peut les blesser. On va me dire aussi que parfois, il vaut mieux se taire, que ça ne regarde personne. Et puis, il y a des craintes qui sont liées à soi. Est-ce que je suis légitime, j'entends ça, à raconter ça ? Finalement, il y en a d'autres qui ont plus souffert que moi. Et ça, je l'ai entendu et j'ai réalisé ensuite que moi, je l'avais écrit dans La fabrique d'une fille. J'ai écrit de quel droit moi, donc j'explique dans ce livre en fait comment je me suis construite moi dans mon genre féminin ou comment on m'a construite. Et j'ai noté de quel droit moi, femme blanche vivant dans un milieu occidental plutôt, je vis bien, de quel droit je me plains du sexisme par rapport à d'autres femmes, d'autres pays, etc. Bon, n'empêche que j'avais besoin de l'écrire, moi, ce récit, et qu'il a touché des personnes, je vous en reparlerai. Il y a aussi, suis-je capable d'écrire un livre, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de difficile que c'est lié au fait qu'on puisse écrire. Il y a aussi des questions techniques, bien sûr.
Et puis, quelque chose autour de la peur de souffrir. Si j'évoque ce que j'ai vécu, j'ai peur de retomber dans la souffrance et de retomber dans le trauma. Alors, quelle idée, du coup, d'y retourner dans ce cas-là. Donc, toutes ces craintes, elles sont évidemment légitimes et pour moi, elles se résument en un seul mot, c'est la sécurité. Comment on se sécurise pour écrire un tel récit? Si on ne se sent pas en sécurité, à mon sens, si ces pensées-là ne sont pas travaillées, transformées, soit on n'écrira pas son récit, ou alors il aura sans doute moins de force, il sera peut-être moins puissant, moins impactant, parce qu'on ne sera pas allé au fond des choses. Je vous donnerai dans une deuxième partie des techniques pour se sécuriser. Voilà, quelques techniques. Alors c'est vrai que quand on écrit ce type de livre, il y a deux risques. Hein. Le risque, c'est aussi de s'enfermer dans son trauma ou d'écrire un récit plat. Alors, s'enfermer dans son trauma, c'est quand on reste, à mon avis, au niveau de l'écriture de ressassement. Donc, il y a deux types d'écriture. Hein. Il y a l'écriture pour soi, où on a besoin de poser les choses, etc. Et si on reste dans cette écriture-là, sans chercher du sens à ce qu'on a vécu, et qu'on est dans le pourquoi en fait. Pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi. Au bout d'un moment, les thérapeutes aussi qui posent cette question-là vous diront stop. Là, à un moment, tu as assez creusé, maintenant remonte à la surface. Alors, un des moyens, justement, pour éviter cette écriture du ressassement, pour moi, c'est le partage. Parce que ça permet d'adresser le récit. On n'est plus... c'est pas on est moins dans le risque de la plainte, on est plus dans l'utilité. Mon récit va servir à d'autres. Et c'est d'ailleurs ce qu'on ressent avant de se rendre compte que ça nous sert à soi aussi. Le partage, ça permet, oui, d'aller vers une écriture résiliente. Et en même temps, il y a un enjeu qui est celui de l'authenticité. Comment je peux écrire un livre puissant et impactant tout en ne m'exposant pas trop et en n'ayant pas trop d'émotions à gérer? Comment gérer cet enjeu-là? Pour toucher son public, ces récits, ils ont besoin d'être authentiques. Alors comment on fait pour être authentique? Et là, j'en viens à la deuxième partie du coup de la conférence. Comment être authentique et se sentir en sécurité par rapport à ce qu'on écrit? Alors pour cela, je vais vous proposer des questions que je propose aux personnes que j'accompagne pour commencer en fait un récit, oui, un travail. Alors d'abord, quand on écrit un récit pour les autres, on n'écrit pas de la même façon si on écrit pour son enfant, si on écrit pour un thérapeute, si on écrit pour des inconnus, si on écrit... pour ses parents, enfin, on n'écrit pas tout à fait les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a un tri qui est fait. Donc la première question que je vous propose de vous poser, c'est pour qui écrivez-vous? Déjà, ça va orienter le récit d'une certaine façon. Et puis, avec quelle intention? Si j'écris pour mes enfants, ce n'est pas tout à fait peut-être la même intention que si j'écris pour des inconnus. Ça peut être pour les deux, hein, mais la question peut se poser à chaque fois. Et puis, votre vie, c'est des jours, des mois, c'est des secondes, c'est des millions d'événements. Donc, comment faire du tri là-dedans? C'est aussi une des choses que je vous propose. Comment faire du tri? Par où commencer? Parce que écrire sa vie, tout comme quand on va voir un thérapeute, hein, écrire sa vie, c'est la réécrire, c'est la repenser, faire du tri, la réduire aussi, oublier une partie pour en extraire l'essentiel, pour en extraire l'essence, pour en extraire le sens. Donc c'est pour ça que une des solutions que je vous propose, c'est de tout poser en vrac déjà. Et après, vous verrez ce qui est utile ou pas pour votre récit. Et puis pour moi, ce que je dis toujours en entretien avant d'accompagner quelqu'un, il est important d'avoir déjà digéré son histoire et donc d'avoir d'une certaine façon fait une thérapie, quelle qu'elle soit, pour déjà avoir pris une distance par rapport à son récit. Parce que moi, je ne suis pas thérapeute, je ne guéris pas le trauma, j'accompagne dans l'écriture. Et parfois, c'est vrai que c'est peut-être compliqué d'écrire sur quelque chose de traumatique. Si on ne l'a pas travaillé avant, ça peut être d'autant plus complexe. Notamment d'un point de vue totalement pratique, je vais vous dire, dans mon texte,
Les 2 premiers chapitres, j'avais tellement retravaillé ça en thérapie c'était un psychothérapeute, moi, que ça a été fluide. Je l'ai écrit assez facilement parce que finalement, tout était cohérent. Et puis après, j'ai voulu attaquer d'autres sujets que je n'avais pas forcément creusés à ce point-là. Ben, ça a été plus compliqué. Je ne savais plus dans quel ordre mettre les choses, etc. C'est aussi un travail intéressant que de faire des reliaisons, de revoir, de redonner un sens différent, etc. Et le faire seul, ça prend un peu plus de temps. C'est faisable, ça prend un peu plus de temps. Et j'ai une amie aussi qui a vécu ça. Alors elle racontait, elle a vécu un inceste quand elle était enfant de la part de son frère. Et elle a fait tout un travail thérapeutique qu'elle raconte dans la première partie de son livre. Et la deuxième partie de son livre, elle raconte le présent ou comment elle a utilisé, sans la connaître vraiment, une justice auto-restaurative en allant discuter avec son frère. Et là, c'était le présent. Eh bien, entre le récit au passé et le récit au présent, le style n'est pas le même. Parce qu'il y a une partie qui avait déjà été retravaillée avec la distance, le temps, la thérapie, etc. Et cette partie-là, elle la vivait en même temps. Elle est autrice, elle maîtrisait la chose, mais voilà, ça se voit dans son récit, elle le dit elle-même. Donc je trouvais ça intéressant. Alors on en vient du coup à un autre paradoxe. Je vous dis que c'est bien d'avoir pris de la distance. Mais alors du coup, comment transmettre l'émotion pure de l'expérience, d'une part sans la revivre, et d'autre part alors qu'on n'est plus la même personne? Alors, on peut résoudre ce paradoxe grâce à des choix stylistiques. Donc je vais vous parler de un choix stylistique puis 2 autres choix, je vais y venir, très concrets, qui permettent à l'auteur d'être à juste distance par rapport à l'émotion primitive et au lecteur d'y accéder à cette émotion pour que ça crée un récit puissant. Le rôle de l'auteur, c'est bien celui de retisser l'histoire et de rassembler les morceaux du chaos pour lui donner un nouveau sens, à la fois pour l'auteur lui-même et pour les lecteurs. Alors, pour garder une juste distance par rapport à l'histoire qu'il a vécue, l'auteur passe par potentiellement un masque qui va révéler tout en protégeant. Alors, quelles sont ces 3 astuces ? Je ne vous les donne pas vraiment pour garder un peu de suspense, donc vous pouvez lire, mais vous ne saurez pas plus. Il faut quand même m'écouter. Première astuce que moi j'ai utilisée, mais sans le savoir. La fabrique d'une fille, je racontais ma vie une fois à une amie. Il s'avère que c'était mon éditrice qui me dit « écris-le ». Et puis je me suis dit « moi, raconter ma vie, je n'ai jamais écrit de journaux intimes, je ne vois pas ». Puis finalement, ça m'a travaillé. Et puis je l'ai écrit, mais je l'ai écrit pour elle, avec laquelle je me sentais en toute sécurité. Et en me disant, de toute façon, personne ne lira jamais ça. Eh bien ça m'a protégée. Parce que sinon, je n'aurais jamais écrit tout ce que j'ai écrit. Et c'est une astuce que vous pouvez utiliser en vous disant, de toute façon, un premier jet, c'est un brouillon. Donc dans le premier jet, je lâche tout. Et puis après, ce avec quoi je me sens moins en sécurité, je l'enlève. Voilà. À voir après. La deuxième chose, c'est un vrai masque. J'ai utilisé un pseudonyme. Alors là, par contre, c'était complètement inconscient. Je ne voulais pas que mes parents, qui sont mes premiers lecteurs, sachent que j'avais écrit ce livre. Parce que il a été publié, donc il a bien fallu que je mette un nom. Et je n'osais pas mettre le mien. D'une part, pour me protéger, parce que je ne voulais pas les blesser, et pour les protéger eux aussi d'éventuels regards extérieurs. Et donc ça aussi, je pense que ça m'a permis d'être authentique parce que du coup, de mon premier jet, j'ai rien retiré. Parce que j'étais cachée derrière ce masque du pseudonyme. Et la dernière astuce, c'est la fictionnalisation. Alors, il y a plein de fictionnalisations possibles. Je vais vous en donner une qu'a utilisée une des personnes que j'ai accompagnées. Alors, ça paraît très simple. Donc, elle était bloquée. Elle avait écrit son récit à « je » et au présent. Alors, elle a fait un choix qui peut paraître très simple, mais qui est très fort de sens. Donc, qui lui a permis de prendre une distance et de reprendre l'écriture. Déjà, elle est passée de « je » à « elle » et du présent au passé. Elle a gardé le « je » et le présent pour autre chose. Ça lui a permis d'avoir 3 postures différentes. Passer du « je » à « elle », ça lui a permis
que la personne qui avait vécu le trauma, qu'elle n'est plus au moment où elle écrit, devienne personnage de l'histoire. Donc, première mise à distance, c'est un personnage, je ne suis plus cette personne, je ne me résume pas à ce trauma, je suis autre aujourd'hui. Pour passer, le fait qu'elle passe du présent au passé, évidemment, ça a mis une distance temporelle qui évite d'être dans le ressassement d'un présent traumatique perpétuel aussi. Et ça lui a fait du bien rien que de le faire. Elle a senti que ça lui avait fait du bien. Alors le jeu et le présent ont été gardés pour un autre personnage qui est la narratrice et qui est la personne résiliente qu'elle est aujourd'hui, mais c'est un autre personnage. Puisque la personne réelle, c'est l'autrice. Et elle en a pris conscience à ce moment-là. Elle s'est dit, je ne suis plus la personne, je ne me résume pas à la personne traumatisée, je ne me résume pas à la personne résiliente. Aujourd'hui, j'adopte le statut d'autrice, qui est une autre étape. Et c'est elle, du coup, qui tire les ficelles maintenant et qui remodèle l'histoire pour lui donner un sens. Donc du coup, la question, c'est, la question que je me pose, et je n'ai sans doute pas la réponse, je pense que peut-être l'authenticité n'est pas dans le fait de retranscrire l'émotion pure et d'y retourner à fond, mais plutôt dans la pureté de l'intention de l'écrivain au moment où il écrit, c'est-à-dire dans l'authenticité du sens qu'il veut transmettre au lecteur. Alors il y a d'autres possibilités de fictionnalisation. Je regarde, je vous les donne rapidement, celles auxquelles j'ai pensé, il y en a d'autres, mais on peut aussi passer par la métaphore, par le conte, choisir d'écrire sous forme d'abécédaire, on peut avoir plusieurs autres façons de retranscrire son histoire. Alors pour conclure, je vous ai, j'espère, montré l'intérêt d'écrire ce type de récit pour soi, dans son propre parcours de résilience, pour remettre du sens et de la clarté et passer à autre chose. L'intérêt aussi pour les autres de se reconnaître dans le miroir, dans les ressemblances et aussi dans les contrastes et les nuances. Là, j'ai envie de vous livrer, par exemple, ce qui s'est passé quand j'ai fait lire La fabrique d'une fille à des amis. C'était très fort parce qu'en fait, mon texte s'est presque effacé pour laisser la place à la parole. C'est-à-dire qu'elles-mêmes m'ont raconté comment elles-mêmes s'étaient construites. Et il y a 4 fabriques d'une fille qui sont nées, qui ont été écrites suite à la lecture de ce texte. Donc je trouve ça vraiment très beau et très touchant, en tout cas pour moi. Et puis je voulais aussi vous raconter quand même la fin de l'histoire, parce que je vous ai dit que je ne voulais pas que mes parents sachent, mais mes parents ont su. Mais comment ? Eh bien, ils ont su quand moi j'ai été en sécurité, c'est-à-dire que je leur ai écrit une lettre et je leur ai dit, voilà, vous allez peut-être être blessés ou surpris par ce que vous allez lire, mais en tout cas, sachez que la personne que je suis aujourd'hui, j'en suis fière. Et cette femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous et grâce à ce que vous avez fait. J'ai laissé la lettre de façon très courageuse dans un coin et en partant, je leur ai dit, vous avez une lettre là-bas avec mon texte. Et je suis rentrée chez moi et 2 heures après, j'avais un coup de téléphone, et il est très court, mon texte. Et ils m'ont dit, on t'a lu et c'est génial, on t'a reconnu et c'est super. Et ce que tu as vécu là, que tu as mal vécu, nous on le referait parce que en fait ce qu'on voulait, c'était pas du tout notre intention, c'était plutôt un geste d'amour et voilà. Et en fait j'ai été reconnue. J'ai pu par là leur dire que je les aimais et en retour j'ai reçu de l'amour. Donc c'est voilà, quand on veut vraiment écrire ce type de récit. C'est pas présomptueux, comme le disait un de mes clients hier, que de se dire que ça touche les gens. Ça touche les gens, c'est vrai. Alors, je vous remercie pour votre écoute. J'ai laissé mes coordonnées et un QR code qui est tout flou. Si jamais vous avez envie de discuter avec moi de votre projet, j'offre 30 minutes gratuites d'entretien. Pas uniquement pour le salon, tout le temps. Donc, quand vous êtes prêts, ça n'engage à rien et ça permet que moi, je vous présente un peu mieux mes offres et puis à vous de faire le point sur votre parcours. Merci à vous.
J'ai été rapide, il nous reste beaucoup de temps. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis j'ai des flyers aussi si vous avez envie. N'hésitez pas à venir les chercher et peut-être que la feuille tourne. Oui? J'avais une question qui était, parfois on a des idées qui fusent, qui partent comme ça, et quand vous expliquiez la cible, Oui. à qui c'était destiné, Mm. est-ce qu'on peut imaginer en partant d'une même base que ça s'éclate pour différents interlocuteurs, mais en même temps le risque c'est qu'on ne peut pas mettre. Est-ce qu'on, je disais, démarrer par la base et puis en mettre un pour telle personne? Écrire plusieurs livres? Oui, c'est ça. Oui, je vais peut-être répéter plus haut la question. Madame me demande effectivement si on cible pour telle ou telle personne, si on offre en fait notre livre à telle ou telle personne. Je disais que ça faisait une focale et que ça pouvait réduire ça fait un fil directeur, mais il est possible. Oui. Des fois, ça part. Ah, des fois, ça part quand on écrit. On se rend compte que ça ne va plus tout à fait vers la première personne. Du coup, il faut essayer de nettoyer, scinder. Oui, est-ce qu'on scinde quand on s'aperçoit que ça ne s'adresse plus tout à fait à la même personne? Alors après, en plus de la question pour qui adresser, il y a une autre question, ça va être la question du fil directeur, qui n'est pas forcément celle du lecteur à qui on adresse. Ça peut, et là, ça permet du coup de garder le cours. Et puis, après, si l'intention est autre, si on aborde une thématique plus générale, ça permet aussi d'élargir le public à qui on s'adresse. Et puis, effectivement, il y a aussi la possibilité d'écrire plusieurs livres. Par exemple, je pense à il me vient une idée par rapport à ce que vous dites. Il peut y avoir des entrepreneurs, par exemple, qui ont une histoire de reconversion liée aussi à ce type d'histoire-là, qui sont intéressantes. Il peut y avoir 2 livres, un livre adressé à un public général et puis un livre qu'on utilise dans son entreprise pour expliquer d'où est née l'entreprise, par exemple. C'est 2 intentions différentes, là, clairement différentes. Après, je pense que ce n'est pas incompatible et que je ne suis pas sûre que ça parte vraiment dans tous les sens d'écrire pour son enfant et en même temps pour un public plus large, dès lors qu'on reste centré peut-être sur un fil directeur. Est-ce que je réponds à votre question? Puis il y a toujours plein de possibilités, alors. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a la question du tri au début, hein, ça fuse, et puis moi il y a des choses que je voulais mettre, puis je me suis dit c'est super intéressant, mais en fait ça ne rentre pas dans mon sujet, donc des fois c'est dur un peu de couper, voilà, mais ça peut être intéressant pour rendre le récit plus efficace. Merci. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus libéré, la psychothérapie ou l'écriture? Ah, qu'est-ce qui m'a le plus libérée? Est-ce que c'est la psychothérapie ou l'écriture? Oui, ça se complète en fait. La crainte que j'avais, moi je ne connaissais pas quand j'ai fait une psychothérapie la première fois, j'avais peur que ça bride ma créativité. En réalité, ça l'a révélé plutôt. Ça, c'est une première chose. Donc évidemment, la thérapie m'a libérée de plein de choses, ça c'est évident. En fait, je pense que ça se complète effectivement. L'écriture, c'est autre chose parce oui, alors peut-être que là, je peux revenir à Cyrulnik. Merci, mon mentor, qui explique qu'il y a une différence entre la parole parlée et la parole écrite. Et du coup, ça n'est pas tout à fait le même travail qui est fait. Donc, la parole écrite, elle permet aussi de voir ce qu'on disait avant et on le reformule forcément, puisque la langue française orale n'est pas la même que la langue française écrite. Et donc, ça libère autrement, ça libère d'autres choses. Et parfois même, j'ai relu des textes que j'avais écrits il y a 10 ans et je me suis dit, ah, il y avait ça, j'avais pas vu. donc voilà, ça libère de façon différente, oui, je pense. Et c'est pour ça que je trouve qu'être accompagné par les 2 en même temps, ça peut être intéressant. Oui. Bonjour, comment savoir quand c'est le moment?
comment savoir quand c'est le moment? Très bonne question. J'ai envie de vous répondre par ce n'est pas le bon moment quand. Je m'en suis aperçue pour des gens que j'accompagnais. Ça n'est pas le bon moment quand vous changez trop de choses dans votre vie. J'ai une personne qui m'avait contactée en me disant bah là je change de travail, je viens de me séparer et c'est le bon moment pour écrire le livre. Et je lui ai dit ben je ne suis pas sûre. Et effectivement elle a abandonné. Parce que mener plusieurs gros projets à la fois, c'est ambitieux. Donc c'est peut-être cette question à se poser. Qu'est-ce que je suis en train de changer dans ma vie en ce moment? Et du coup, est-ce que j'ai la disponibilité mentale pour écrire? Puisqu'écrire, ça peut effectivement être long et générer oui, des émotions. Donc je dirais ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Surtout, j'aime beaucoup répondre aux mails. Donc, n'hésitez pas. Et merci encore à vous.